Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Une vie de liberté. Je suis Tony, entrepreneur, marchand de biens et investisseur. Auparavant chef d'entreprise, prisonnier d'une belle rat race, ce métro, boulot, dodo infernal, j'ai fait un burn-out en 2012 qui a tout remis en question. Et peut-être même pas tant que ça à l'époque parce que j'en ai fait un deuxième en 2016 pour fêter ça. Et celui-ci, pour le coup, il a vraiment tout remis en question. Parce que je voulais changer de vie pour tout simplement vivre. Je voulais avoir du temps pour profiter de ma famille et de mes proches, voyager et faire au quotidien une activité riche de sens. Grâce à mes investissements, j'ai réussi à atteindre mon indépendance financière en 2018 et depuis 2019, je partage ma passion de la liberté tous les 15 jours sur ce podcast et dans mes contenus. J'y parle beaucoup d'argent et d'investissement, mais aussi de développement personnel avec parfois une pointe de philo, de dépassement de soi et surtout de liberté. Parce que même si l'argent est indispensable pour être libre dans ses poches, je suis convaincu que la liberté ne vaut rien si l'on n'apprend pas à être libre dans sa tête. Et si d'aventure vous désirez aller plus loin avec moi, je vous propose des livres, des coachings ainsi que des programmes de formation en ligne pour vous permettre d'accélérer votre route vers la liberté. Et si vous voulez un avant-goût, je vous ai même préparé une formation gratuite, complète, de plus d'1h20, qui s'appelle les 4 piliers de l'indépendance financière et qui réunit et qui explique tous les leviers que j'ai utilisés et que j'utilise encore pour vivre la liberté au quotidien. Tout ça est disponible sur notre site www.abinvest.net ou alors en description de cet épisode. Et c'est à nouveau avec un grand plaisir que je vous retrouve dans cet épisode. Et je vais commencer comme je le fais tous les 15 jours en remerciant tous les gens qui m'ont écrit suite au podcast de la dernière quinzaine. Alors cette semaine, un grand merci à Mbarek, Jean-Philippe, David, Delphine, Aurélie, Victor, Yann, Rémi, Marie, Olivier, Clément, Max, Jérémy, Salah, Alpha, Stéphane, Yves et Noam. Un grand merci à vous, c'est vous qui faites vivre ce podcast aussi avec vos commentaires, puisque les commentaires c'est important pour référencer les vidéos. Donc merci encore à tous et nous sommes 4051 sur YouTube. Ça continue son petit bonhomme de chemin. On est à 428 notes sur Apple Podcast. Cette semaine, une seule note 5 étoiles de plus. Qu'est-ce qui se passe? Vous me laissez tomber ou quoi? Donc n'hésitez pas, si vous voulez m'aider à faire découvrir ce podcast, à aller mettre le petit commentaire 5 étoiles qui va bien sur Apple Podcast, ça me fera très plaisir. Et je vous rappelle que si vous voulez me contacter pour discuter, le plus simple c'est encore de le faire sur Instagram où nous sommes 9526. Donc voilà, on approche des 10 000 tout doucement. Sur mon seul et unique compte, Une vie de liberté, ou pour ne plus me faire pirater, j'ai maintenant la petite étoile bleue. Donc voilà, au moins vous savez quel est le compte officiel, on ne peut pas se faire avoir. Donc voilà, si vous voulez m'aider à passer les 10K sur Instagram, n'hésitez pas à vous abonner, à venir me rejoindre. J'y partage aussi du contenu tous les jours, je vous montre un petit peu les chantiers de marchand de biens. Je vous partage mes humeurs, même si, vous le savez, je privilégie beaucoup le contenu qui reste, le contenu qui est sur YouTube, au contenu story qui est éphémère. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me rejoindre. Et encore une fois, merci à tous ceux qui prennent le temps de liker, de commenter les épisodes. Ça me fait très plaisir. Et je vous propose qu'on enchaîne sans transition avec les petites news. Alors les news, pour changer, j'ai l'impression de dire ça chaque semaine. C'est un peu la course en ce moment. J'ai même marqué comme toujours dans mes notes. C'est vrai qu'on a beaucoup enchaîné avec les Gentlemen Investisseurs, que ce soit avec Fab, la nouvelle émission Nouveau Départ qu'on a créée, avec les chantiers de marchand de biens qui sont en train de repartir aussi. On repart surtout beaucoup en visite. Donc c'est un petit peu la course, mais voilà, c'est toujours le bonheur en tout cas quand on fait ce qu'on aime. Moi j'ai jamais trop l'impression de travailler, sauf quand je me fais une demi-journée d'administratif par semaine, où là j'avoue que parfois ça me saoule un peu, mais sinon j'ai jamais trop le temps, l'impression de travailler en tout cas. Donc voilà, mais j'étais bien occupé en tout cas cette semaine, et là où je suis toujours heureux, c'est que malgré tout, j'ai toujours du temps pour les devoirs, pour les enfants. J'ai toujours du temps pour les moments importants. Et tout ce que je voulais faire au moment où j'avais décidé de quitter mon job, de quitter la rat race, pour vivre ma nouvelle vie, on arrive bientôt à 5 ans. C'est incroyable parce que j'ai quitté mon ancien taf le 21 décembre 2018. Si je dis pas de bêtises, maintenant ça commence à remonter. Et voilà, ça fera 5 ans le 21 décembre 2023. Et au départ, je m'étais dit, je veux
pouvoir avoir, comme j'ai mes enfants une semaine sur deux, au moins une semaine sur deux, être là, être présent le matin pour les emmener à l'école ou pour aider pour les devoirs. Et voilà, malgré la course, c'est toujours le cas, donc ça me fait vraiment très plaisir, j'ai toujours réussi à garder ça. Et c'est peut-être ça aussi le secret de l'équilibre et qui fait du bien. C'est une réflexion que je me suis fait cette semaine, de me dire que, en tout cas quand je dis que c'est la course, c'est la course en tout cas entre 8h30 du matin, on va dire, et encore je vais au sport maintenant tous les matins, et 17h que j'aille chercher les enfants. Mais vraiment je peux... à la fois travailler, à la fois profiter d'eux, et ça pour moi c'était le plus important. Et c'était aussi la course cette semaine, parce que je prépare un nouveau voyage. Au moment où vous écouterez ce podcast, si vous l'écoutez le jour de sa sortie, je serai au Maroc, dans l'Atlas, avec les Gentlemen Investisseurs, donc avec Yann. On emmène toute une troupe, on emmène 16 investisseurs, enfin 17 même, puisqu'on a Julie qui sera passagère de notre pote Steve. Donc j'emmène 17 investisseurs avec moi, on part avec Yann, avec Ben, avec mon papa même. Donc ça va être vraiment bien, on sera 21 en tout. Donc une vingtaine de motos, 2 guides, et ça va être fou. Et je suis vraiment très heureux de pouvoir faire découvrir ce genre de voyage à des investisseurs, et même maintenant on peut dire à des potes. Parce que j'avais fait avec cet organisme, on part avec une société qui s'appelle Vintage Rides, et j'avais fait l'Inde avec eux, et j'avais fait le Sri Lanka. Et c'est des voyages qui me sont restés gravés, qui étaient absolument incroyables. C'est l'aventure en moto. Et voilà, je vais vous ramener, bien entendu, des images. Je vais vous ramener un vlog. Alors, je ne peux pas vous ramener d'images de drone, parce qu'on n'a pas le droit d'emmener aujourd'hui de drone au Maroc, mais je vous emmènerai des images à la GoPro. Et j'essaierai de vous faire découvrir ça aussi sur Instagram. Je pense que ça va être vraiment un voyage incroyable. Donc cette semaine, c'était un peu la course aussi pour préparer tout ça. Et vous verrez, du coup, je vous ai concocté un petit podcast où il y aura, je pense, pas mal d'impro, mais je pense que ça sera très sympa. On se retrouve tout à l'heure, après les news et le retour sur le podcast de la dernière quinzaine, pour cet épisode. Première émission privée, nouveau départ. Donc deuxième news, c'est la sortie de notre toute première émission privée avec Fab sur le Patreon de Nouveau Départ. Une émission où on répond à toutes vos questions, et encore une fois, je suis super content parce que voilà, on avait fait quelques podcasts ensemble avec Fab, on en avait fait 2. Et puis ensuite, on a lancé les premières émissions sur Nouveau Départ sur YouTube. Et il faut toujours du temps pour trouver un petit peu le rythme. Et je trouve qu'en plus, on se débrouille vraiment bien. En tout cas, je suis très content du contenu qu'on propose, que ce soit notre première émission tout seul qui présentait un peu ce qu'on allait faire, l'émission avec Sylvie. Et là, vous le verrez pour la première émission privée, pour ceux qui sont abonnés au Patreon, où on répond à vos questions. Et aussi la prochaine émission publique qui sortira début novembre. Je suis content parce que c'est vraiment le ton que j'avais envie de donner avec Fab à cette émission. Et je trouve qu'on prend nos marques. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais en tout cas, voilà, ça fait 2 belles émissions d'1h30 que je suis très heureux de partager avec vous. Et d'ailleurs, en parlant de Nouveau Départ, le coaching intensif arrive dans un mois tout pile. Ce sera les 23 et 24 novembre 2023 en région Rhône-Alpes, à côté de chez nous, à côté de Saint-Étienne. Vous êtes déjà, si je ne dis pas de bêtises, 8 à nous avoir fait confiance. Donc on avait dit qu'on prendrait des groupes entre 8 à 12 personnes. Donc si jamais ça vous fait envie de venir voir quelles sont les techniques pour être libre, voilà, tout ce qu'on peut mettre en place pour vraiment vivre enfin libre. Et je vous le dis en début de ce podcast, la liberté, bien sûr qu'elle passe par ce qu'on a dans les poches. Aujourd'hui, dans un monde de consommation, bien sûr qu'il faut de l'argent, mais elle passe avant tout par la liberté dans la tête. Si on n'est pas libre dans sa tête, qu'on n'est pas bien, on n'est pas libre tout court. J'en suis même vraiment l'exemple. Je me suis battu pendant des années pour atteindre ma liberté financière, et au moment où je l'ai atteint, au moment où je l'ai touché du doigt, j'avais un peu de mal à la kiffer parce que j'avais perdu beaucoup de plumes dans cette quête, et c'est d'apprendre toutes ces techniques pour vivre libre dans la tête qui m'a permis d'en profiter aujourd'hui. Et c'est tout ce qu'on met en place avec Fab, tout ce qu'on vous propose. Donc on est déjà hyper heureux, vous êtes 8 à nous avoir fait confiance. Et il reste encore quelques places, voilà, jusqu'à 12 en tout cas. N'hésitez pas si ça vous dit, vous avez tous les liens dans la bio. Je vais vous parler un peu dans ces news de notre vlog de Race and Business. Et le vlog a fait un flop sur la chaîne YouTube. Mais c'est une catastrophe, je crois qu'il a fait 300 vues. Donc tous les gens qui l'ont vu m'ont dit que c'était incroyable. Mais je ne comprends pas pourquoi. Donc j'étais à la parenthèse indépendance. J'ai pas relayé le vlog sur les réseaux.
et il n'a pas dû vous être montré, tout simplement. Il y avait beaucoup de musique aussi, j'ai voulu mettre des musiques où moi je me fiche un peu de la monétisation sur YouTube, donc j'ai voulu mettre des musiques un peu stylées, des musiques de Fast and Furious et tout. Donc est-ce que c'est pour ça que le vlog a fait un flop? En tout cas, moi je trouve que c'est dommage parce que c'est une super vidéo, vous verrez, ça retranscrit à fond l'ambiance de course, les bons moments qu'on a passés. Donc allez lui donner ses lettres de noblesse à cette vidéo là. Si vous voulez aller sur la chaîne YouTube pour la voir, n'hésitez pas parce qu'on s'est bien marré. J'ai encore quelques news. La soirée de fin d'année des Gentlemen Investisseurs au cabaret Le Lion Rouge. Alors il reste que 2 places. Peut-être qu'au moment où vous écoutez ce podcast, c'est déjà tout vendu. Mais si ça vous dit, c'est dans quasiment pile un mois. C'est le 25 novembre 2023. Voilà, on sera plus de 160 à cette soirée. Donc ça va être incroyable. Une soirée avec un dress code classe où tout le monde vient bien habillé, où on va pouvoir partager, discuter ensemble, se rencontrer. Ça va être vraiment incroyable. Bon, il reste que 2 places avant qu'on soit complet. Elles seront peut-être parties parce que j'ai fait des stories Instagram. Donc, si jamais vous vouliez venir, vous avez le lien dans la bio. N'hésitez pas à aller regarder. On ne sait jamais s'il reste une place ou si on a un désistement. N'hésitez pas. Autre petite news, pendant que je vous tiens, mercredi sortira le nouveau vlog sur la chaîne YouTube, un vlog que j'ai tourné à la parenthèse indépendance. Alors j'ai fait 2 contenus là-bas à la parenthèse. J'ai fait un podcast avec les gentlemen, donc je ne sais pas s'il est sorti ou s'il va sortir, il faudrait que je regarde, mais aujourd'hui c'est mon Yann qui a repris toute la programmation des Gentlemen Investisseurs et ça me soulage et ça me fait gagner du temps. Donc un grand merci à toi mon Yann, ça fait vraiment plaisir. Donc je pense qu'on doit être raccord, ou il va sortir, il est déjà sorti, ou il sort vendredi prochain. Mais voilà, dans le podcast que j'ai fait avec Yann, on a interviewé quasiment tous nos coachés, donc vous aurez le point de vue des coachés de la parenthèse indépendance. C'est très intéressant parce qu'il y a énormément de parcours différents. Et dans mon vlog, vous aurez le point de vue des coachs. J'ai interviewé Yann, j'ai interviewé Ben, j'ai interviewé Fab, et je vais même retourner la caméra pour expliquer mon atelier. Donc vous verrez, c'est un vlog qui est très très sympa. Et si vous voulez nous rejoindre, il reste encore, si je ne dis pas de bêtises, la moitié des places pour la parenthèse indépendance numéro 5, qui aura lieu du 17 au 19 janvier. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. J'ai encore quelques news dans ma besace. Les 15 et 16 février, on fait un mastermind location courte durée à Clermont-Ferrand. Et ça, c'est un épisode, et je vais vous en reparler aujourd'hui dans le podcast. C'est un épisode qui nous tenait, enfin en tout cas un événement qui nous tenait vraiment à cœur, parce que tous les bénéfices seront reversés à 100% pour la carrière sportive de Bourama, de notre ami et combattant de MMA professionnel Bourama Kamara. Voilà, on se posait la question de comment on pouvait aider Bourama, comment on pouvait l'aider pour qu'il puisse se consacrer à 100% à sa carrière, puisque sur un de ses derniers combats, on était allé le voir à Bercy au mois de mai l'année dernière. Rappelez-vous, j'avais fait un vlog sur la chaîne YouTube. Malheureusement, Bourama avait perdu. Et voilà, son adversaire aujourd'hui, son adversaire de l'époque, se consacrait à 100% à sa carrière. Et nous, notre Bourama, malheureusement, il était encore au boulot, il devait bosser. Donc on s'est posé la question de savoir comment on pouvait l'aider pour lui offrir vraiment 1 an de liberté où il peut se consacrer à sa passion. Et on n'avait jamais fait de mastermind 100% dédié à la LCD. Et donc, la chose est réparée. Ça aura lieu les 15 et 16 février. Comme je vous le disais, tout sera reversé à Bourama, tous les bénéfices. Il y aura des inters de moi-même. Je vais vous présenter le Airbnb Escape Game qui va bientôt tourner, qui est prêt à tourner. Je vous montrerai aussi des techniques de marchand de biens pour arriver à acheter un lot avec une renta exceptionnelle et le faire tourner en LCD derrière pour avoir une renta encore plus exceptionnelle et atteindre des rentabilités quasiment autour de 30-40%, même peut-être plus. Donc ça peut être vraiment intéressant, ça sera vraiment intéressant. Il y aura des inters de Yann, bien entendu. Il va vous parler de Souloc. Il y aura Xavier qui va nous parler de Airbnb Hôte Partenaire, mon petit Xavier Cada, qui est un de mes auditeurs de la première heure. Donc je te fais des gros bisous, Xavier, si tu écoutes ce podcast. Il y aura Jérémy aussi. Jérémy qui a des Airbnb balnéo avec sauna, des trucs incroyables, qui va venir nous en parler. Il y aura notre Bourama, bien entendu, qui va nous parler du mindset à acquérir, du mindset de champion. Ce mindset qui nous permet de rentrer dans une cage de MMA pour se taper et qui peut aussi nous permettre de réussir quand on veut devenir investisseur. Et il y aura Alexis, notre coach en sophro, qui intervient aussi sur les parenthèses indépendances, qui va
voilà, venir nous faire aussi une inter sur le mindset. Donc ça va être exceptionnel. Aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, les 3/4 des places sont parties. On a ouvert 20 places. Il y en a déjà... non, les 2/3. Il y a 13 places qui sont parties. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Et j'ai encore 2 petites choses à vous dire. Le MMA cette année, hein, on était dans le thème. Ça aura lieu du 25 février au 2 mars. Voilà, n'hésitez pas, on a pris des pré-réservations. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire pour que je note votre nom pour être dans les premiers à recevoir le lien du MMA. Bien sûr, après le podcast privé des Gentlemen Investisseurs, parce qu'on donnera toujours le lien en priorité là-bas. Mais n'hésitez pas en tout cas à nous écrire. Ça aura lieu en France cette année à Alès. On a gardé le même prix que l'année dernière. On a réussi à faire l'exploit de garder le même prix alors qu'on sera en France et pas au Maroc où, logiquement, c'était censé être moins cher. Mais cette année, on nous a pris pour des Américains. Allez savoir pourquoi. Donc voilà, ça aura lieu du 25 février au 2 mars. Et par rapport au Maroc, vous économisez le billet d'avion. Donc c'est moins cher que l'année dernière. Donc n'hésitez pas à m'écrire si vous voulez venir avec nous. Il y aura du mindset, il y aura de l'IMO, il y aura du business. Il y aura un invité surprise. Ça va être exceptionnel. Encore une fois, 20 places. Ça va être trop bien. Et la dernière chose dans les news dont je vais vous parler, c'est notre mastermind Esprit Foncier avec Ben, donc vraiment dédié à la division foncière et aux marchands de biens. Aujourd'hui, Esprit Foncier, c'est moitié division foncière, moitié marchand de biens, puisque chaque fois qu'on achète un terrain, la plupart du temps, il y a du bâti à diviser. Et ça permet aussi de mettre une autre corde à son arc et de ne pas se limiter, de ne pas se cantonner à seulement au foncier. Voilà, nous, quand on a lancé AB Investissement, on pensait faire que du foncier et finalement, on se retrouve à faire un peu des deux. Voilà, on est peut-être sur 2/3 de foncier et 1/3 de marchand de biens. Donc, on a déjà fait une première édition du Mastermind qui a été complète, qui a été un succès, ça vous a beaucoup plu. La deuxième, elle est au mois de décembre, elle est complète et on a ouvert une nouvelle session. C'est pour dans longtemps, c'est le 4 et 5 avril 2024. Mais j'ai déjà 2 places qui sont réservées et 2 places qui sont en cours de réservation, donc il ne reste plus que 4 places. N'hésitez pas à vous inscrire avant que ça vous passe sous le nez, parce qu'on fait pas non plus énormément de sessions. On en fait 4 par an. Voilà. Et j'en ai fini avec ces petites news. Ça faisait mine de rien beaucoup, mais voilà, en ce moment l'actualité est chargée et toujours aussi passionnante. En tout cas, je vous propose qu'on revienne ensemble sur le podcast de la dernière quinzaine et un podcast qui était encore une fois trop bien, qui m'a vraiment plu et qui, j'ai l'impression, vous a plu aussi. Le podcast avec Dominique Gibert, la fille de André Muller. André Muller qui a écrit La technique du succès. C'est un podcast qui vous a ému, j'ai l'impression en tout cas, et qui vous a donné envie de le lire parce que je ne compte pas le nombre de stories que j'ai reçues avec la technique du succès, des photos du livre La technique du succès. Vous m'avez régalé, c'est un truc de dingue. Sur Insta, je sais pas, j'en ai reçu 30 ou 40, c'est un truc de fou. Donc merci beaucoup à vous d'avoir kiffé ce podcast, d'avoir partagé aussi ce livre, parce que je vais lire vos messages, on va prendre le temps d'en parler. Et moi, c'est un livre que j'ai adoré, c'est un livre exceptionnel, il est tout en haut de ma liste, donc voilà, je suis content en tout cas de le partager avec vous et que ce livre vous ait plu. Et sans transition, on va prendre un premier message, et un message de David qui me dit « Bien joué Tony », un bel épisode qui nous fait découvrir les coulisses de la création du livre, mais aussi quelques détails sur la fille d'André Muller dont le parcours est aussi très inspirant. Lancer sa boîte d'édition à 50 ans, suivre un cours à l'autre bout du monde et assurer l'héritage intellectuel de son père, quel succès. Et oui, on peut dire peut-être que les chiens font pas des chats, en tout cas, mais c'est chouette et ça m'inspire 2 choses. C'est la première, ce qui est chouette, c'est qu'en étant exemplaire soi-même, en se fixant des objectifs élevés, on arrive à entraîner ses enfants avec nous. Et ça, je trouve que c'est déjà la première chose qui est fantastique. J'en parlais dans le podcast sur les enfants, où les enfants grandissent par mimétisme. Ils s'inspirent de ce que font leurs parents, de ce que sont leurs parents. Donc je trouve que ça, c'est déjà une première chose qui est vraiment magnifique en fait. C'est que André Muller, avec son œuvre, il a inspiré sa fille. Et ça c'est quelque chose de chouette. Et la deuxième chose que ça m'inspire et qui est chouette, c'est que justement, parfois, c'est souvent là où c'est le plus dur quand nous-mêmes on essaye de faire des choses. On est souvent, à cause des émotions, à cause du fait que la proximité rajoute beaucoup de filtres, on n'est peut-être souvent pas les mieux placés pour donner des conseils à notre entourage et pour les aider. On a besoin de tierces personnes où il y a moins d'émotions.
Voilà, quand on aime quelqu'un, quand on le voit peut-être prendre un mauvais chemin, c'est parfois très difficile et ça peut être mal reçu de lui donner des conseils. Et des fois, on a besoin de tierces personnes pour nous aider à le faire, de personnes qui sont impartiales, qui ne sont pas dans la situation, pour tout simplement pour arriver à aider l'autre à changer, à accomplir ce qu'il veut accomplir. Et là, je trouve que c'est beau parce que même en étant très très proche de sa fille, André Muller, il a réussi à l'inspirer, à lui donner envie de faire découvrir son œuvre et comment dirais-je, la contribution de Dominique Gibert au succès du livre, elle est énorme parce que sans elle, ce livre il serait resté au fond de carton et il n'aurait pas inspiré des dizaines et des dizaines d'investisseurs, de personnes qui veulent réussir, qui ont tout simplement des projets et ça serait resté un livre dans des cartons. Donc ça aurait été extrêmement dommage. Donc merci à toi David pour ton message. On a un message de Noam qui me dit « Salut, je viens de finir le podcast. J'avais écouté ce livre sur Audible, il m'a bien plu. L'écriture est très directive, je trouve. On reconnaît bien là l'écriture d'un comptable. Mais maintenant que sa fille est rentrée dans le détail, je comprends mieux. J'avais déjà lu Avaler le crapaud, qui m'avait déjà bien impacté et qui ressemble pas mal. » Alors Noam, moi, juste pour répondre à ton message, j'ai voulu le lire parce que pour moi, typiquement, ce livre, c'est pas du tout le genre de livre qui doit s'écouter sur Audible. Je me répète à chaque fois, mais pour moi, c'est hyper important. C'est un livre qu'il faut avoir en papier, quoi. Avec même limite un critérium qui sert de marque-page pour pouvoir prendre des notes, pour pouvoir mettre des annotations. C'est un manuel dans lequel on peut revenir à chaque fois dans sa vie dès qu'on rencontre une situation qui nous bloque, dès qu'on a affaire à un nouveau projet. C'est un manuel d'aide pour réussir, en fait, tout simplement. Donc, qui dit manuel, dit dans les mains, donc il faut l'avoir avec soi. C'est pas du tout le genre de livre qu'on écoute sur Audible. Pour moi, on peut l'écouter une première fois si on a envie, mais après, il faut l'avoir avec soi pour pouvoir le relire, pour pouvoir s'y replonger dedans. C'est un livre à avoir en physique, absolument. Et Avaler le crapaud, c'est un livre que j'ai lu, mais il y a très longtemps. Oui, ça ressemble par certains aspects, mais pour moi, la technique du succès, c'est mieux parce que c'est français. Et je suis chauvin. Mais voilà, il faut rendre à César ce qui lui appartient aussi. Et c'est un livre qui, à son époque, parce que ça a été écrit, la fille d'André Muller nous l'a dit, mais dans les années 50, quoi. L'idée de ce livre, à l'époque, il n'y avait rien, quoi. Donc bien sûr, il s'est inspiré des Américains, mais les méthodes qui sont à l'intérieur du bouquin, c'est des trucs que tu ne trouves pas chez les Américains, je trouve. En tout cas, il y a vraiment une empreinte française, mais pas avec le mindset pété qu'on peut avoir en France parfois, quoi. Donc, franchement, moi, je privilégie ce bouquin-là. Mais en tout cas, merci à toi pour ton message, Noam. On a un message de Victor. Victor qui me dit « Incroyable, j'imagine le plaisir que tu as pu avoir lors de cet échange, l'importance des petits pas et du passage à l'action. Si on t'avait dit il y a 4 ans que tu allais interviewer la fille d'André Muller, je pense que tu n'y aurais pas cru. Tu le mérites, bravo tonton, je vais aller commander le livre et le relire en physique pour fêter ça. » Bah écoute, merci à toi, mon petit Victor. Effectivement, encore une fois, je voulais... c'est rigolo, mais ton message me fait penser au fait que je voulais presque changer l'intro du podcast que je refais au début. Alors, je l'agrémente, je la relis à chaque fois. Je rajoute des petits trucs pour pas que ce soit trop monotone. Mais je voulais même rajouter que depuis que j'avais pris un micro, et ça fait 4 ans, là, hein, voilà, on fête les 4 ans du podcast. Je les ai même pas fêtés, mais on les a dépassés. Hein. Je crois que Une vie de liberté, j'ai enregistré le tout premier épisode début octobre. Je crois le 2 ou le 3 octobre 2019. Donc voilà, le podcast a 4 ans. Encore une fois, on mesure tout ce qu'on peut faire avec des petits pas. On m'aurait dit toutes les grâces que j'ai eues derrière en faisant ce podcast, tout ce que j'ai eu dans ma vie, ça a été incroyable. J'ai pris ce micro pour partager mon quotidien, ce que je ressentais, et le partager avec le plus grand nombre, et j'ai été récompensé au centuple parce que j'ai fait la connaissance de Yann, déjà, grâce à ce podcast. Yann qui est aujourd'hui un de mes meilleurs amis, en plus d'être mon associé. Donc voilà, grâce à ce podcast aussi, j'ai rencontré Fabien, qui est lui aussi un de mes meilleurs amis, en plus d'être mon associé. Même avec Ben, ça a poussé notre relation à un autre niveau, où vraiment, on a entrepris ensemble encore plus, on a créé plus de sociétés. Donc Ben, c'était déjà mon cousin, et aussi, quelque part, un de mes meilleurs amis, forcément, parce qu'on passe tout notre temps ensemble, même si c'est la MIF, avant tout, encore plus. Ça a poussé notre relation à un autre niveau. J'ai rencontré plein de potes,
plein de gens ultra inspirants, j'ai voyagé au bout du monde. Donc, juste pour ça, tu vois, si on m'avait dit que ce podcast me permettrait de faire tout ça, j'y aurais jamais cru. Donc encore une fois, je trouve, quand j'ai démarré Une vie de liberté, je partageais mon parcours pour quitter la rat race, en espérant qu'il soit inspirant pour les gens, pour les aider. Et en fait, c'est juste Une vie de liberté en lui-même, ce podcast même, qui devient inspirant par lui-même, parce que ça démarre de rien, ça démarre de juste moi qui parle dans un petit micro Amazon à 60 balles, où j'ai même pas de casque au départ, parce que je sais même pas qu'il faut mettre un casque quand on fait des podcasts, qu'il faut avoir un retour son, qu'il faut s'entendre. Je le fais même sans casque au début. Et puis à la fin, ça finit avec un super micro comme ils ont à Skyrock, un super casque comme ils ont à la radio. C'est fantastique, quoi. Et ça finit par des rencontres avec plein de potes. Et ça finit pas d'ailleurs, ça continue, parce que c'est rigolo, mais encore une fois, quand je vois ce qu'on est en train de faire avec Bourama, quand je vois les dernières personnes que le podcast m'a permis de rencontrer, des gens comme Dominique Gibert, des gens dont je vous parlerai par la suite, mais je ne vais pas parler encore aujourd'hui parce que tout est tout frais. Mais je me dis, c'est marrant, chaque mois, je me dis que c'est que le début, en fait. Et c'est ça qui est génial. Et encore une fois, au début du podcast, je disais, je travaille beaucoup en ce moment, mais comme le dit souvent Fab, j'ai pas l'impression de travailler, j'ai jamais l'impression de travailler, j'ai l'impression de jouer finalement. Et ça, c'est fantastique. Donc, comme tu dis, mon petit Victor, si on m'avait dit il y a 4 ans que j'allais interviewer la fille d'André Muller, mais j'aurais jamais cru, bien sûr. Et que je recevrais autant de stories de gens qui partagent ce livre, qui le kiffent, j'aurais jamais cru non plus. Donc, merci à toi de rappeler tout ça. J'ai encore 2 petits messages. J'ai un message de Marie. Marie qui me dit « Bonjour Tony, merci pour ce super podcast. On sent tout le plaisir que tu as eu à échanger avec Dominique Gibert depuis le temps que tu souhaitais en savoir plus sur son sujet et le sujet de ce livre. J'ai trouvé que ce podcast faisait écho à un autre thème que tu as déjà évoqué concernant les enfants et le fait que ces derniers agissaient en mimétisme des parents. J'ose penser que Dominique a eu ce beau parcours et ces différents déclics en s'inspirant des actions de son père, ne serait-ce que d'aller rechercher une formation pour être éditeur aux États-Unis. C'est un plafond pour beaucoup que d'aller se renseigner à l'étranger et encore plus de vouloir se former à l'étranger. Quel beau parcours, quelle inspiration. Et après il y a un peu de pommade que je ne vais pas lire, mais en tout cas merci beaucoup à toi Marie pour ton message, et Marie remercie aussi Dominique et puis l'auteur qui ont permis cet échange. Donc effectivement, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est ça qui est chouette, c'est quand on est soi-même à 100%, j'en avais parlé dans un podcast récemment, mais quand on vit le truc, quand on vit ce qu'on a envie de vivre, on inspire les gens autour de soi, on les emmène avec soi, on leur montre l'exemple, et peut-être que Dominique Gibert, elle serait jamais allée aux États-Unis, jamais se former comme ça, sans l'œuvre de son père. Donc encore une fois, c'est d'écrire l'histoire, d'écrire sa propre histoire, avec les répercussions que ça peut avoir, parce que ce livre, il a été vendu, c'est un best-seller. Il a aidé des centaines et des centaines et des milliers de personnes, peut-être même des dizaines de milliers. Donc c'est encore une belle histoire incroyable. Et on a un dernier message de Rémi. Rémi qui me dit « Salut Tony, super podcast comme d'hab et je te remercie encore car j'ai découvert ce livre grâce à toi et ta recommandation de lecture et c'est un livre qui moi aussi m'a énormément fait avancer. » Ah, c'est chouette de me dire que moi aussi je peux contribuer avec le podcast au succès de ce livre. Je suis entièrement d'accord avec toi, je fais partie de la team, je ne parle pas de mes projets à venir. Quand tu commences à parler de tes projets, tu dépenses énormément d'énergie à vouloir convaincre la personne en face de toi, plutôt que de la dépenser à commencer à agir. J'ai eu mes meilleurs retours sur investissement juste en faisant les choses, juste en agissant. On a souvent l'impression que nos petites actions ne sont pas à la hauteur de nos rêves, mais elles nous font avancer dans leur direction indéniablement. Allez, pour le kiff, je te passe un extrait qui m'avait beaucoup plu du livre et qui m'a fait beaucoup réfléchir. Acquérir la mentalité qui mène au succès, c'est en grande partie se refuser les excuses, se refuser toutes les excuses, à commencer par les plus dangereuses, c'est-à-dire celles qui sont en apparence très raisonnables. Merci encore pour ton contenu et ça nous a fait très plaisir de te rencontrer à Rennes avec ma femme. Hâte de te recroiser le 25 novembre. À plus Rémi. Merci à toi Rémi, moi aussi ça m'a fait un grand plaisir de te rencontrer à Rennes avec ta compagne, c'était vraiment top. Et on a même pu partager un petit brunch ensemble, donc c'était très très sympa. Et effectivement, cette citation que tu nous partages, elle est exceptionnelle. Elle fait écho pour moi à une autre citation du livre qui dit que tous les gens qui disent « c'est trop tard » ont commencé par dire « c'est trop tôt ». Et ça, c'est le plus fou. Et justement, de se dire,
se refuser les excuses, à commencer par les plus dangereuses. Et les plus dangereuses, c'est souvent les plus raisonnables. Ah, je vais pas quitter mon CDI. Non, c'est raisonnable de rester dans mon CDI parce que si je quitte mon CDI et que je me mets à mon compte, mais je risque de peut-être ne pas avoir de clients et je risque de pas pouvoir remplir mon frigo et je risque de pas pouvoir manger. Donc c'est plutôt raisonnable de garder mon CDI. Oui, mais si tu restes dans un CDI, dans un boulot qui te plaît pas, bah tu vas pas vivre toutes les aventures incroyables que tu peux vivre si tu te lances. Et ça, je trouve que c'est chouette parce qu'au départ, quand j'ai lancé Une vie de liberté, c'était mon parcours pour quitter la rat race qui était le côté inspirant, mais en fait, Une vie de liberté, ce podcast, je le réalise, mais devient inspirant en lui-même parce que juste en commençant à parler dans un micro avec un premier podcast qui fait 40 écoutes, et pourquoi il fait 40 écoutes? Parce que mon pote Rudy Koya le partage dans son podcast, c'est ça qui m'aide au départ. Et je parle juste pour 40 personnes, et aujourd'hui c'est un podcast qui fait 20 000 écoutes par mois, si je dis pas de bêtises. Les Gentlemen en fait autant, donc ça fait 40 000 écoutes par mois sur ces 2 podcasts, plus maintenant Nouveau Départ qui fait ses propres écoutes. Enfin, c'est juste fantastique en fait, de se dire que de rien du tout, ça peut inspirer des gens, aider des gens, les faire réfléchir. J'ai pas la prétention, encore une fois, vous le savez, de tout savoir ou d'être sur ma montagne comme un sage. Moi aussi j'ai mes moments de doute, moi aussi j'ai mes moments parfois encore de stress, ça arrive, hein. Donc voilà, ça dure moins longtemps maintenant, mais ça arrive encore. Et de se dire que voilà, on peut démarrer un projet à l'aube de la quarantaine, à partir de rien, et avoir du succès, voilà, et même encore une fois avec une petite communauté. Quand je vois Yann Darwin, qu'on a reçu sur le podcast, Yann Darwin, qui est quelqu'un que j'aime bien dans le domaine de la finance, de l'investissement, qui s'approche des 500 000 abonnés, et qui a commencé 3 ans avant moi, voilà, ça met du temps, mais il approche des 500 000 abonnés. Et même moi, avec, entre guillemets, seulement 4 000 abonnés sur la chaîne YouTube, ça fait des audiences qui sont exceptionnelles, des retours qui sont exceptionnels. Et encore une fois, voilà, faut pas regarder juste que ces chiffres comme ça. Je prends toute la mesure de cette réussite et voilà, ça fait vraiment du bien. Et j'avais plein de raisons raisonnables de pas le faire. Voilà, c'est ce que je veux dire. Je pouvais me dire, mais j'ai de la famille qui va m'écouter. Attends, mais je vais me lancer en marchand de biens, donc mon notaire peut écouter, mon banquier peut écouter, des agents IMO peuvent écouter et se rendre compte que je fais aussi du dev perso. Et aujourd'hui, ce qui me faisait peur est une fierté. Et c'est quelque chose que je cache pas, que je mets en avant même. Je suis très fier de ça. Donc, j'en suis très heureux même. Et voilà. Donc, André Muller avait raison. Méfiez-vous des excuses. Les plus raisonnables sont parfois les plus dangereuses. Et on va clôturer avec ça. Donc, encore une fois, merci à toi, Rémi. Et je vous propose qu'on passe au podcast de la quinzaine. Et un podcast, j'ai pas mal de sujets en ce moment, hein. Vous n'êtes pas dans le Notion avec Luc, puisque Notion, c'est le logiciel qu'on utilise pour la programmation des podcasts. Mais c'est rare que ce soit comme ça, mais j'ai quasiment 5 sujets d'avance sur lesquels je bosse en parallèle. Et cette semaine, ça ne devait pas du tout être ce sujet. Mais allez savoir, j'ai été inspiré. Donc, je me suis dit, allez, c'est parti, on change tout. On décale tous les sujets de 15 jours. Et on va aujourd'hui parler de diète d'information et de l'avantage de se déconnecter. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai beaucoup parlé dans Une vie de liberté, en filigrane, dans plein de podcasts. Mais on n'en a jamais vraiment parlé de ce sujet-là. Et je pense que c'est intéressant. Et cette semaine, j'étais inspiré par le sujet. Donc je pense que c'est quand l'inspiration est là qu'il faut savoir la saisir au vol. Et donc on va parler aujourd'hui de diète d'information et de tous les avantages, mais aussi les inconvénients, en apparence parfois, qu'on peut avoir de se déconnecter complètement. Je vais vous passer l'introduction sur la surdose d'informations de notre société actuelle, puisque vous la vivez tous, hein. Vous montez dans votre bagnole, vous avez la radio avec les news, vous allumez votre télé, vous avez des chaînes d'infos en continu qui ne s'arrêtent jamais. Sur votre téléphone, vous êtes bombardé de notifications. Sur votre chaîne YouTube, sur votre compte YouTube, on vous bombarde aussi de flux de podcasts, de flux d'émissions. Donc voilà, que ce soit à la télé ou à la radio, dont pour le coup les écoutes diminuent, hein. Clairement, les écoutes de la télé, de la radio diminuent énormément, puisque forcément Internet prend de la place et tout ce contenu s'accumule et devient exponentiel. Donc il y a un contenu qui est énorme. On est absolument surchargé. Donc voilà, j'avais dit que je vous le passerais et je vous le fais quand même. Mais
dans ce contexte, voilà, on est un peu surchargé d'informations. Et on en a parlé ce week-end, enfin le week-end dernier, puisque j'ai fait un super week-end avec toute la team du MMA. D'ailleurs, j'en profite pour faire un gros bisou à Manu et à Jérémy, qui ont organisé un week-end avec tous les participants du séminaire MMA au Maroc qu'on a fait en 2023. Ils m'ont gentiment invité, donc j'ai été présent à ce week-end et c'était vraiment génial puisqu'on a passé des bons moments ensemble, on s'est remémoré plein de bons souvenirs. Et à table, j'étais assis à côté de Mika, donc un de nos potes et un de nos participants, et on discutait justement de tout ça, de cette overdose d'informations, du fait qu'on est bombardé en permanence par des infos et surtout des infos négatives. Et moi, j'expliquais justement à table que je me suis toujours non, pas toujours justement, mais que ces derniers temps, ça commence à faire parce que ça date de 2016. Donc, ça va bientôt faire 8 ans que je me coupe un peu du monde. Et ça m'est venu de quelqu'un dont j'ai déjà parlé dans ce podcast, mais de Rudy Koya. Rudy Koya, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un coach, au départ, un coach de musculation, qui a une chaîne YouTube, Rudy Koya, qui a aussi un site internet qui s'appelle Superphysique sur la musculation. Il partage 2 podcasts, le Superphysique Podcast, qui parle que de muscu, et aussi son podcast Leadercast, qui parle d'entrepreneuriat, de dev perso, qui est très intéressant. Il a aussi il avait fait les secrets du kayak, qui est avec le temps devenu les secrets du sport. Donc Rudy, c'est un peu un hyperactif, un peu comme moi, mais c'est une des personnes que j'ai rencontrées d'ailleurs. Alors Rudy, je le connais depuis 2008, et la première fois qu'on s'est vu dans la vraie vie, qu'on s'est rencontrés physiquement, c'était en 2016. Même depuis 2006, je le connais, Rudy. Donc on s'est connus sur les réseaux pendant 10 ans avant de se rencontrer dans la vraie vie. Ça a été mon coach aussi en muscu, par Internet. Et quand on s'est rencontrés dans la vraie vie, on a beaucoup parlé. Et Rudy, c'est une des personnes les plus heureuses que je connaisse. C'est quelqu'un de foncièrement heureux, parce qu'il a des belles journées, il fait ce qu'il aime. Je l'ai reçu dans le podcast, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller écouter ce podcast avec Rudy. Je crois que je l'ai appelé « Comment vivre une bonne vie ?» Parce que voilà, Rudy fait de la muscu, il fait du kayak, il profite de sa maison qui est à côté d'Annecy, c'est magnifique. C'est quelqu'un en tout cas qui fait ce qu'il aime, il produit du contenu beaucoup sur les réseaux, il partage ses passions, c'est une des personnes les plus heureuses que je connaisse, je crois. Et ce qui m'avait frappé en 2016, c'est que pour moi, Rudy, il vivait dans son monde, quoi. Il n'a pas de télé, à l'époque, il écoutait déjà pas la radio, et il se déconnectait complètement de la politique, de tout le reste. Je me souviens même qu'il avait fait des vidéos à l'époque où il avait décidé d'appeler sa communauté les Insoumis. Il disait à tout le monde « Salut les Insoumis !» Il a même oublié il n'a même pas capté que les Insoumis, à l'époque, c'était le truc de Mélenchon, quoi. Et pour dire à quel point il était déconnecté. Et moi, ça me faisait à la fois halluciner, à la fois sourire, mais j'avais la preuve devant moi que le mec le plus heureux que je connaisse n'écoute pas la télé et n'écoute pas la radio. Et donc, on a partagé un petit peu ça, et Mika a la même image de moi que l'image que j'avais de Rudy à l'époque, parce qu'à un moment, j'espère que tu corroboreras ce que je dis, Mika, mais il m'a dit que dans un podcast avec Yann, un podcast des Gentlemen Investisseurs, je lisais une news et il y avait un député du parti Renaissance. Et je dis, putain, Renaissance, je sais pas ce que c'est comme parti, je vais aller voir sur Google, et en même temps que je fais le podcast avec Yann, je vais voir sur Google, et je me rends compte que Renaissance, c'est le parti de la majorité. Et il me dit, mais t'étais pas sérieux, en fait, tu plaisantais, tu savais quand même ce que c'était. Et vous avez peut-être aussi halluciné sur Une vie de liberté, mais non, moi je croyais que c'était En Marche, quoi. Je savais pas, donc je savais pas ce que c'était, j'étais resté moi 5 ans avant, quoi, quand ça s'appelait encore En Marche, le parti. Et voilà, c'est pas du fake, quoi, j'ai pas de télé à la maison, je n'écoute pas la radio, et je me tiens vraiment extrêmement à l'écart des news. On va avoir du temps dans ce podcast pour parler de tout ça, mais donc non, pour le coup, je suis comme Rudy aujourd'hui, je vis dans mon monde, je vis un peu sur ma planète. Et je m'en porte très bien, on va parler de ça dans ce podcast, mais Mika me disait que pour lui, que se tenir trop à l'écart du monde, ça pouvait être hyper pénalisant. Et ça m'a fait réfléchir à tout ça, où je me suis dit, mais ça peut faire un super sujet de podcast en fait, parce que est-ce que Mika, quelque part, il n'a pas un peu raison ? Où il y a des fois, dans des situations du quotidien, si tu sais pas que Renaissance, c'est le parti de la majorité,
même en visitant des biens immo, tu peux peut-être passer pour un extraterrestre ou quelqu'un qui est complètement déconnecté. Donc ça m'a quand même fait réfléchir et ça m'a vraiment donné l'envie d'en faire un podcast. Et vous verrez, on va réfléchir là-dessus ensemble. Alors moi déjà, comment j'en suis venu à faire cette diète d'information? Comment j'en suis venu à acheter ma télé et à couper ma radio et à plus du tout écouter tout ça? J'ai toujours été un gros consommateur de news par le passé. Du moment où j'ai eu, je me rappelle même en révisant le bac, que j'écoutais déjà RMC, Europe 1, toutes les chaînes d'information, j'étais déjà à l'époque assez connecté là-dessus. Donc j'ai toujours été un gros consommateur de news. Dès que j'ai été en âge d'y comprendre quelque chose, on va dire 16, 17 ans, donc le monde qui m'entoure, la politique, et ça s'est vraiment accentué quand j'ai terminé mes études et que j'ai bossé. Alors pas dans mon premier job où j'étais en usine, parce que j'étais à Saint-Éloi-les-Mines, pour ceux qui se rappellent, au fin fond du Puy-de-Dôme, et là-bas on captait que France Info. Et c'était pas ma radio préférée, moi à l'époque ma radio préférée c'était RMC, et donc je pouvais pas écouter RMC là-bas parce qu'on était dans un trou. On était en 2007, et en 2007 on n'avait encore pas toutes les web radios, tout sur internet comme on peut l'avoir aujourd'hui. C'était un autre monde beaucoup plus compliqué, un monde où l'iPhone n'existait pas, donc c'était complètement différent. Mais voilà. Et par contre, quand je me suis retrouvé conducteur de travaux, quand j'ai commencé à travailler, et que j'ai pris mon poste de chef d'entreprise dans les travaux publics, que je suivais mes chantiers justement, et que je passais tout mon temps dans ma bagnole à écouter, à me diriger sur mes chantiers, là je pouvais écouter la radio toute la journée. Et j'étais branché d'abord sur RMC, 7 heures par jour, toute la journée à écouter les news, et ensuite sur Europe 1. J'ai basculé sur Europe 1 après, mais j'écoutais tout, quoi. J'écoutais toutes les news, les émissions. J'avais mes petits rendez-vous, quoi. Je savais qu'à telle heure c'était telle émission. Des fois, je mangeais même dans ma bagnole pour écouter les émissions. Et j'avais l'impression qu'à l'époque, ça pouvait changer le monde, quoi. Je me souviens même du manifeste RMC. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent, mais c'était une émission le midi qui s'appelait Les Grandes Gueules. Je sais pas si ça existe toujours. Et c'était des polémistes, quoi, voilà, qui se posaient des questions. Il y avait une femme qui était chef d'entreprise. Il y avait un autre gars qui était aussi chef d'entreprise. Il y avait des gens issus un peu de la diversité du peuple qui débattaient ensemble et qui avaient fait un manifeste pour le filer aux politiques, pour essayer de faire changer la France. Et je me disais, mais c'est génial, je suis dans l'œil du cyclone, quoi. J'écoute vraiment les trucs trop bien. Je vais moi aussi pouvoir participer, faire changer le monde. Alors, j'avais pas écrit pour marquer les trucs dans le manifeste d'RMC, mais j'avais vraiment l'impression que les grandes gueules, en polémiquant, ils pouvaient changer le monde, quoi. Et voilà, donc j'avais cette croyance-là, en tout cas ça a bien changé depuis. Et j'avais aussi l'impression que toutes ces infos alimentaient au final ma sinistrose et me rendaient de plus en plus triste, en fait. Ça commençait à devenir vraiment flagrant avec le temps, et voilà, au fur et à mesure, ça me rendait triste, parce que les travaux publics, la première année, quand j'ai travaillé en 2007, c'était assez faste. On sortait vraiment du début des années 2000. Vous savez, ça a été économiquement des années incroyables. Entre la bulle Internet et la crise des subprimes, ça a été des années vraiment prospères. Et quand on s'est tapé la crise des subprimes, ça a été compliqué. Et donc, même dans les travaux publics, c'était difficile. On faisait des marges faibles. Je passais beaucoup de temps au boulot. Et en écoutant toutes ces news négatives toute la journée à la radio, je me disais, ma vie est compliquée, ma vie est difficile, j'ai beaucoup de salariés, je fais peu de marge, je passe tout mon temps au boulot. Mais c'est normal, parce que la vie est difficile toute la journée à la radio. J'entends que c'est compliqué, j'entends qu'il y a des gens qui sont dans le malheur, qu'il s'est passé des drames. Donc voilà, ça alimentait ma sinistrose, ça me rassurait, ça me rendait triste. Et dans le même temps, j'avais déjà bien commencé à travailler sur mon indépendance financière, à l'époque, hein. Même si pour moi, à l'époque, je bâtissais surtout ma retraite, mais les premiers livres sur l'indépendance financière commençaient à venir à moi. J'avais lu La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, et j'avais adoré cette conception de diète d'information. Parce que la diète d'information, ça vient de Tim Ferriss, de la semaine de 4 heures au départ. Et la diète d'information, c'est quoi ? C'est se couper du bruit des médias pour aller mieux, d'après Tim Ferriss, pour rester focus sur son business. Et lui disait, cultivez votre ignorance sélective. Et selon lui, dans le bouquin, l'information, elle était dévoreuse de temps, négative, et elle n'était pas pertinente pour nos objectifs.
Et dès qu'elle était extérieure à notre sphère d'influence, à ce qu'on fait, elle nous polluait en fait plus qu'autre chose, si elle n'était pas utile au milieu dans lequel on évolue. Et donc je me disais, mais je pense que ce gars a raison, mais pour moi c'était trop dur de me dire, je vais couper ma radio, je vais plus écouter Europe 1. Ça m'avait fait réfléchir déjà à cette époque. Je me suis dit, ça me faisait réfléchir sur ma consommation de news et le fait que ça alimentait un peu ma sinistrose, mais bon, pas assez pour que je coupe. Mais j'avais ça en tête quand même. Et après mon second burn-out en 2016, là j'avais vraiment envie de changer. Je me disais que c'est pas possible, quoi. J'ai fait un premier burn-out en 2012 et je suis convaincu que les médias, cette sinistrose ambiance avait quand même un rôle là-dedans. J'en suis vraiment convaincu. Et en 2016, j'en étais plus que convaincu. Je voulais, pareil, je venais de me séparer quelques mois avant, j'avais fait mes hernies cervicales, c'était compliqué, et je voulais accélérer mes investissements pour m'offrir cette liberté, passer du temps avec mes enfants, changer de vie, quoi, tout simplement. Et bizarrement, c'est pas un excès de news, au départ, qui m'a fait arrêter tout ça, c'est TPMP. C'est grâce à Cyril Hanouna, il y en a beaucoup qui savent dans cette émission, qui connaissent cette anecdote qui m'a fait arrêter complètement. Mais à l'époque, en 2016, c'est ma maman qui gardait mes enfants. Et un jour, je suis rentré du boulot et il y avait TPMP qui tournait en fond. Et l'idée, c'était de mettre en pratique des expressions de la langue française, figurez-vous. Et là, ils voulaient mettre en pratique l'expression « avoir le cul bordé de nouilles ». Et donc, ils ont rempli le slip de Mathieu Delormeau de pâtes. Et là, je me suis dit, voilà ce que c'est la télé quand je rentre chez moi à 19h30, voilà ce que mes enfants peuvent regarder. Alors ma mère ne regardait même pas ça, mais voilà, la télé était en fond, elle jouait avec les enfants. Mais voilà ce qu'il y avait quand je suis arrivé, voilà ce qu'il y avait à la télé. Et je me rappelle, hein, c'est véridique, hein, je suis allé à la cuisine, sans rien dire, j'ai pris un ciseau et j'ai coupé le câble d'antenne en deux. À l'époque, c'était encore la télévision par l'antenne, quoi. C'était déjà la TNT, mais ça passait par le câble d'antenne. J'ai jamais eu la télé par Internet. Et j'ai coupé le câble d'antenne, tout simplement. Et donc, la télé s'est arrêtée ici. Et je me rappelle que le soir même, ça a été dur, parce que j'ai voulu regarder mon film, et j'avais foutu un coup de ciseau dans le câble d'antenne. Et encore une fois, à l'époque, en 2016, c'était pas aussi évident pour avoir la télé directement sur Internet, où on avait toutes les chaînes hertziennes à la fois, on pouvait les avoir sur son ordi. Mais voilà, quoi. Et en fait, j'ai arrêté ça. Donc, j'avais plus les infos à la maison, et je les avais plus non plus à la radio dans la voiture, parce que je me suis dit, stop, maintenant, j'applique ce que fait Tim Ferriss, je n'écoute plus de news. Et en fait, c'est allé à un tel point que quand j'ai arrêté tout ça, c'était épidermique. C'est-à-dire que si je rentrais chez mes parents pour aller chercher mes enfants, et qu'il y avait une chaîne d'infos qui tournait en continu, j'attrapais la télécommande, j'éteignais la télé, même sans rien dire, quoi. Ou quand je montais dans ma radio et que je montais dans ma bagnole, et que c'était sur la radio, ou que je montais dans la voiture de quelqu'un et qu'il écoutait la radio, je lui demandais si on pouvait pas couper, parce que je ne voulais plus écouter de news. Ça me gonflait complètement. Et donc, j'ai gagné plein de temps, j'ai récupéré tout mon temps pour écouter dans la radio des podcasts. C'est là où j'ai découvert Antoine BM, que j'ai rencontré grâce à Une vie de liberté. C'est là où j'ai rencontré, j'ai écouté les podcasts de Jean Rivière, les podcasts de Rudy Koya, et plein de podcasts qui m'ont fait un bien fou dans ma quête d'indépendance. Ça a été incroyable. Et voilà. Et donc, j'ai eu envie de vous parler dans ce podcast de tous les bienfaits qu'a eu cette diète d'information. Et sans cacher les mauvais côtés aussi, mais vous verrez, il n'y en a pas beaucoup. Donc, je vous propose d'enchaîner directement avec tous les avantages qu'a eu la diète d'information dans ma vie. Et le tout premier avantage, c'est que j'ai préservé mon moral. J'en parlais un petit peu dans l'introduction du podcast. Ça a été pour moi ça, le plus gros game changer, de préserver mon moral. Parce que quand on a tendance, comme moi, à être quelqu'un de plutôt empathique, on est très rapidement touché par toutes les misères du monde, en fait, tout ce qui peut se passer. Quand on allume sa radio le matin et qu'on entend qu'il y a eu encore un tremblement de terre et des morts, qu'il y a eu encore un attentat, qu'il s'est passé encore des drames et des drames, une disparition, un enlèvement, n'importe quoi, moi, en étant très empathique, j'ai tendance à être touché plus que de raison, peut-être, et quitte à porter des choses que j'ai pas apportées, parce que voilà, j'ai les épaules larges quand même, je suis crossfitter, mais je peux pas porter non plus toute la misère du monde. Et justement, pour le mindset, si on pense un petit peu à soi, une surconsommation de bad news à la radio ou à la télé, chaîne en continu, BFM TV, bam bam, CNews, bam bam,
Bah pour le mindset, c'est terrible, quoi. Se lever, allumer la radio, entendre de mauvaises nouvelles. La journée n'est pas commencée, on se brosse les dents, même des gens qui se réveillent avec ce qu'on appelait un radio-réveil à l'époque, où voilà, 7 heures le réveil sonne, France Info, encore un attentat, encore un tremblement de terre. Et se lever, entendre la première fois qu'on vient de se réveiller une mauvaise nouvelle, c'est terrible pour le mindset. Alors que quand on se lève, on devrait préserver ces bonnes vibes qu'on a et partir à fond dans nos projets. Et voilà, et en fait, on s'encombre l'esprit avec des nouvelles négatives dès le matin. Et moi, dans mon ancienne vie, je vous le disais, j'écoutais RMC toute la journée, et j'avais l'impression aussi que ça me rassurait sur ma vie de merde, comme je vous le disais. Bah oui, moi j'avais une vie qui était compliquée, où voilà, beaucoup de travail, beaucoup d'heures de travail, des marges parfois faibles, des clients compliqués, et de me dire qu'il se passait des choses difficiles, qu'il y avait des entreprises qui faisaient faillite, qu'il y avait des plans sociaux à droite à gauche, ça me rassurait, quoi. Je me disais, mais voilà, il n'y a pas que moi qui en chie, et c'est normal d'avoir une vie de merde, parce que le monde va tellement mal que voilà, c'est normal, quoi. Et en fait, faire la diète d'information, couper tout ça, ça permet vraiment d'éviter la sinistrose. Alors, bien sûr une consommation raisonnable, mais on verra que c'est dur d'avoir une consommation très raisonnable d'informations, ça permet aussi de relativiser. Quand on en écoute trop, on peut tomber dans la sinistrose. Quand on en écoute un peu, ça peut permettre de relativiser et permettre d'avoir de la gratitude pour la situation dans laquelle on est, même si elle n'est pas facile. Mais voilà, quand on en écoute trop, ça peut servir d'excuse à la médiocrité, tout simplement. Donc voilà. Alors je vous le disais, quand on est très en pâte, quand on a tendance à être à l'écoute un peu des problèmes des autres, c'est encore pire. On prend tout pour soi. Et quand on consomme beaucoup trop, ça porte un nom, cette surconsommation en anglais. Ça s'appelle le doom scrolling. Donc le doom, c'est le destin, un peu la fin du monde. Scrolling, je ne vous fais pas un dessin, hein. Donc on scrolle vers la fin du monde. La définition, c'est la tendance à faire défiler en continu des mauvaises nouvelles sur son smartphone, même si elles sont tristes, décourageantes ou déprimantes. Et j'ai regardé les études pour ce podcast. Alors j'ai demandé aussi à mon pote ChatGPT de me sortir les études. Je les ai aussi vérifiées, parce qu'il y a des études, ChatGPT, il allait un peu vite en besogne quand même. Mais en recoupant, c'est hallucinant, quoi. Il y a 17% de la population qui a une consommation problématique de news, c'est-à-dire en binge, en doom scrolling, quoi, vraiment en binge watching de consommation déprimante qui s'auto-alimente, où on en ressent le besoin. Il y a quasiment 30% de la population qui est juste en surconsommation. Alors quand je dis juste, c'est qui est en surconsommation, qui en consomme trop et que ça met mal à l'aise. Et il y a à peu près 50% de la population donc, qui est dans cet état-là et qui dit en ressentir les effets négatifs, que ça les déprime, que ça leur casse le moral, en effets mentaux pour certains et en effets même physiques pour les plus touchés, des gens qui disent ne pas avoir envie de se lever le matin ou avoir vraiment des symptômes de la boule au ventre, envie de vomir. Donc c'est hallucinant. Et j'ai regardé l'état de la science. Et il y a vraiment un consensus qui dit que réduire sa consommation d'informations négatives, ça engendre moins de stress, moins d'anxiété et même une meilleure qualité de sommeil. Et ça, c'est la science qui le dit, c'est les résultats des études. Donc, c'est prouvé quand même que cette surconsommation peut avoir engendré du coup du stress, anxiété, mauvaise qualité de sommeil. Donc il faut y faire vraiment attention. C'est pas qu'une impression, quand j'ai eu l'impression que je prenais soin de mon moral. Le deuxième effet, c'est que j'ai récupéré du temps, et notamment du temps de cerveau disponible. Et en fait, en s'encombrant pas l'esprit avec des informations qui sont ou pas pertinentes, ou des choses qu'on peut pas changer, on se libère du temps mental. Les stoïciens, c'était ça, ils décidaient de ne pas s'encombrer l'esprit avec des choses qu'ils ne pouvaient pas changer, sur lesquelles ils ne pouvaient pas avoir de prise. Donc, en acceptant ça, on se libère vraiment du temps mental, et on peut remplir ce temps mental avec du contenu pertinent, ou même juste du temps de cerveau disponible pour réfléchir à ses problématiques personnelles. Et ça, moi, ça m'a vraiment, vraiment aidé quand j'ai coupé cette radio. On dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Moi, je m'étais créé un entourage virtuel à l'époque, avec les podcasts d'Antoine BM, avec les podcasts de Jean Rivière, avec les podcasts de Rudy Koya. Ça me faisait du bien, ou tout simplement, parfois, je faisais des trajets en voiture, sans radio, sans musique,
juste pour aller laisser vagabonder mon esprit, hein, quand je me baladais, non, je me baladais pas, je bossais, mais quand j'allais de chantier en chantier, où je passais parfois 5 heures, 6 heures dans ma voiture, je me gardais du temps de cerveau comme ça, où j'avais rien, où j'élaborais dans ma tête mes plans pour quitter la rat race. Et voilà, et finalement, en coupant ces sources de pollution mentale, on reste focus sur ce qu'on peut changer, et ce qu'on peut changer, c'est sa situation et les choses sur lesquelles on a de la prise. La troisième chose que j'ai vue, le troisième bénéfice, c'est de privilégier l'action plutôt que la passivité. Et en fait, quand on écoute les infos, quand on écoute les news, on prend cette habitude d'être passif en écoutant les informations. Et on se sent un peu aussi passif devant la misère du monde. Qu'est-ce qu'on peut faire face à un tremblement de terre à l'autre bout du monde ? Voilà, en tout cas, bien sûr qu'on peut envoyer des vivres, c'est ce dont on va aussi parler, on peut faire des actions, mais la première chose qui se passe, et c'est le cas pour 99,9% des gens, c'est juste être passif. Et ça, c'est ce que j'ai réalisé en écoutant moins les infos, et pour le coup, moi, en ne les écoutant plus du tout, c'est qu'en fait, on entend des gens se plaindre, mais ne rien faire de concret pour le changement. Quand on va parler de ce qui se passe dans le monde, t'as vu, c'est ce tremblement de terre, c'est vraiment horrible. Ah oui, c'est sûr, c'est horrible. Mais voilà, il se passe rien, quoi. Et paradoxalement, justement, moins entendre d'infos alarmantes, peut-être que du coup, comme on en entend moins, elles sont plus pertinentes. Et on le verra tout à l'heure, hein, on va trouver une explication un petit peu scientifique à ça. Mais paradoxalement, ça nous donne plus envie d'agir. Alors bien sûr, on ne peut pas sauver tout le monde, on ne peut pas tout faire, hein, on n'a que 2 bras et 2 jambes, il faut choisir ses combats, mais si une information elle nous touche réellement, elle doit nous inspirer des actions. Typiquement quand il y a un conflit à l'autre bout du monde, ou l'illettrisme par exemple, moi c'est quelque chose la mauvaise éducation financière, c'est ça des choses qui moi me touchent, une situation précaire par exemple, la situation précaire des gens, si ça nous affecte, on peut agir. Donc on peut faire un don, on peut se mettre dans les restos du cœur, on peut, comme moi par exemple, faire un podcast pour aider, à contribuer à l'éducation financière des gens par exemple, plutôt que simplement ressentir de la peine pour ça et ne rien faire du tout. Et voilà, tout le temps que je passais à écouter les news, c'est pas du temps que je passais à faire un podcast par exemple. Donc voilà. Une autre chose que j'ai notée, c'est la meilleure prise de décision. Ça m'a permis de prendre des meilleures décisions, des décisions bien plus éclairées. Et en fait, en étant moins influencé par les actualités, par les opinions extérieures, ça m'a permis de prendre des décisions qui sont plus réfléchies et qui sont basées sur mes propres recherches, sur mes propres convictions. Et en fait, on se rend compte que à ne plus écouter les news, à ne plus écouter l'avis des polémistes, des journalistes, on fait marcher son propre cerveau plutôt que de répéter bêtement les avis des autres ou ce qu'on a entendu à la radio, où on le voit des fois avec des gens qui sont quasiment lobotomisés, en fait, qui n'ont plus d'opinion, et c'est le dernier qui parle qui a raison, en fait. Ils répètent la dernière opinion qu'ils ont entendue à la radio, parce que la personne était éloquente, parce que ça les a convaincus, mais ils ne se font pas leur propre avis. Et moi, ça m'a vraiment sauté aux yeux, et c'est vraiment ce que j'ai ressenti en faisant un peu taire ce bruit du monde qui nous entoure. J'avais l'impression que j'avais une vision plus claire du monde, parce que voilà, je ne recevais pas beaucoup d'infos, et quand je devais prendre une décision, quand je devais décider de quelque chose, en n'étant pas submergé d'infos, de me dire écoute la vie de Pierre, écoute la vie de Paul, de me faire moi mon propre avis en finalement peu de temps, en allant faire mes recherches au moment où je devais me décider, j'avais l'impression que je voyais plus facilement les manipulations, les entourloupes, les grosses ficelles du monde qui nous entoure. Bon voilà, je ne vais pas tout vous les dévoiler parce que sinon le podcast il sera encore blacklisté. Mais voilà, typiquement par exemple au moment de voter pour la campagne électorale, je m'en rappelle qu'à l'époque en 2007, je m'étais fait toute la campagne, j'avais tout regardé, tout écouté. Pendant quasiment 1 mois, je m'étais bombardé. Et j'ai l'impression qu'à la fin, je ne savais même pas pour qui je devais voter. J'entendais de partout, à droite, à gauche. Et finalement, aujourd'hui, si vous voulez voter, il vous suffit de quelques heures, quoi. Voilà, vous n'écoutez rien du tout, vous vous bouchez les oreilles. Et au moment de voter, au moment de décider, 2-3 jours avant, là, vous prenez connaissance des programmes des candidats vous-même. Vous allez vous faire votre avis sur des sources qui sont plus neutres.
et vous regardez le background des candidats, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie. Voilà. La personne qui me dit qu'elle va changer le monde, si elle a 60 ans, qu'est-ce qu'elle a changé dans sa vie jusqu'à présent? Quel est son parcours? Vous le savez qu'on mise plus sur des personnes que sur des projets. Bah là, dans une campagne électorale, on n'entend parler que des projets des gens. Mais qui sont ces personnes? Qu'est-ce qu'elles ont fait dans leur vie avant? Quelle est la personne sur laquelle je vais miser dans le bulletin que je vais mettre dans l'urne? Bah ça, finalement, il faut que quelques heures pour le décider. Et ça peut être fait soi-même. Donc, depuis que je suis moins bombardé par toutes les news, j'ai l'impression de faire des décisions qui sont bien plus éclairées. Et j'en suis même persuadé. Et la dernière chose que j'ai vue, qui m'a changé la vie, c'est une augmentation de ma créativité. Et ça, c'est très, très puissant. Sans cette surcharge constante d'informations, là, bam, 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 notre esprit, il a plus d'espace pour réfléchir, pour rêver, pour créer. Il y a une citation d'Einstein que j'ai vue dans la semaine de 4 heures de Tim Ferriss, que je vais vous relire pour ce podcast, qui dit « La lecture, passé un certain âge, distrait trop l'esprit de ses quêtes créatives. Tout homme qui lit trop et utilise trop peu son propre cerveau tombe dans des habitudes de pensée paresseuses. » Donc ça, c'est Einstein. Alors lui, il parlait de lecture, Einstein, parce que c'était à son époque, mais il parlait de lecture, je pense, au sens distraction. Nous, on peut en parler au sens des informations, aujourd'hui de la télévision. Mais il y a un moment où, la vie, elle se construit dans l'action. C'est nos actions qui nous définissent. Là où vous en êtes dans la vie, c'est la résultante de toutes les décisions que vous avez prises jusque-là. Si tu veux une meilleure vie, alors prends de meilleures décisions. Et tu prendras des meilleures décisions, je l'ai dit tout à l'heure, tu auras une plus grande créativité pour la suite de ta vie si tu n'es pas bombardé par les infos en permanence et par des news négatives. Et donc ça, c'est une chose que j'ai ressentie et que je ressens encore énormément. Ma créativité, elle est boostée si je me branche pas une prise dans le cerveau comme dans Matrix sur tout le bruit du monde. Et typiquement, avant de quitter la rat race, pour donner un exemple, quand j'ai éteint la radio et que je passais des trajets de 1 heure, parfois 2 heures, sans musique, sans rien, juste avec moi-même, en introspection, à réfléchir sur ma vie, sur mon plan pour quitter la rat race. Je me rappelle, parfois j'avais un petit carnet à l'époque, j'avais une Laguna, et la coudoir était faite de telle façon que, en rajoutant un petit coussin, ça me faisait vraiment, c'était une boîte automatique, ça me faisait vraiment de la place pour pouvoir écrire avec un carnet, et je notais toutes mes idées pour quitter la rat race. Tiens, je pourrais vendre ce bien. Tiens, mais si je renégocie le crédit de celui-ci, ça me libère 300 € en plus par mois. Tiens, mais si je faisais 2 apparts dans le rez-de-chaussée de cette maison, mais ça me permettrait de dégager quasiment 1 000 € de cash flow. Et comme ça, je voyais en fait toutes les idées que j'avais pour quitter la rat race. C'était incroyable. Et un autre exemple que je peux donner, c'est ce que j'expérimente en ce moment. Par exemple, quand je vous dis en début de podcast, cette semaine c'était encore la course. Donc c'est la course parce que je le veux bien, mais parce que j'ai la tête qui déborde d'idées pour les masterminds des gentlemen. On en parlera encore un peu plus loin dans ce podcast, mais pour Bourama par exemple, quand avec Yann on s'est dit voilà, on veut le sponsoriser, on veut aider Bourama à pouvoir se consacrer 1 an à sa carrière de sportif. Comment on fait quoi? Bon, la solution la plus simple c'est de lui donner de l'argent, mais il faut pas que ce soit au détriment de ce qu'on vit nous. Comment le créer en fait? Comment faire du redonner quoi, le mot me vient en anglais, mais du give back quoi. J'ai reçu et je rends. Bon, on s'est dit on va créer un mastermind dédié à ça, qui sera caritatif pour une bonne action. Et on crée quelque chose de bien pour les gens, pour 20 investisseurs. On va leur enseigner tout ce qu'on sait sur la location courte durée. Et ça va permettre à Bourama de se consacrer 1 an à sa carrière. Et ça, pour créer ça, il faut laisser de l'espace dans son cerveau pour que cette création puisse surgir. Donc voilà. Et la dernière chose que j'ai vue, c'est aussi le renforcement des relations. Le renforcement des relations humaines avec ses proches, parce que tout le temps que tu passes pas devant les news, c'est du temps de gagner. Et tu peux choisir de passer ce temps en famille, par exemple. Et même au lieu de discuter des dernières actualités, des dernières choses qui se sont passées, les conversations avec les proches, elles peuvent devenir beaucoup plus profondes. Elles peuvent être centrées sur ce qu'on a vécu, sur nos idées, sur nos émotions. Et je sais que par exemple, nous à la maison, on n'a plus de télé, mais le soir, on mange en famille, on mange à 4, et on se raconte nos journées. Qu'est-ce qu'on a vécu dans nos journées?
quelles difficultés on a rencontrées, quelles leçons on en a tirées. On passe vraiment des super moments et on se marre parce que voilà, on aime bien la rigolade aussi. Pour les gens qui me connaissent dans la vraie vie, Une vie de liberté, c'est sérieux quand même comme podcast. Parce que je veux que ce soit inspirant, mais les gens qui me connaissent dans la vraie vie savent que je suis plutôt un joyeux luron et un rigolard. Donc on passe des bons moments à se marrer ensemble. Et quand on passe le même repas avec la télé en bout de table ou la télé en fond devant les infos, déjà on n'est pas en train de discuter et le peu de sujets qu'on va avoir, ça va être sur l'actualité, ça va être sur un peu... C'est horrible à dire parce que bien sûr c'est des gens qui meurent et c'est atroce ce qui se passe, mais sur quelque chose qui finalement va nous éloigner de ce qu'on peut partager au sein du foyer au quotidien. Et on le verra, c'est en passant des bons moments, en étant heureux soi-même, qu'on rend les autres autour de nous heureux et que de proche en proche, on rend le monde meilleur en fait. On reparlera de cette citation de Gandhi à la fin du podcast, mais voilà, incarner le changement qu'on veut voir dans le monde, ça commence par soi-même. Et en passant des bonnes soirées devant la télé, le lapsus, en passant des bonnes soirées en famille, à table, à discuter sans la télé, justement, aussi bête que ça puisse paraître, ça commence par là, quoi. Et le temps du repas, il est tellement important. Quand je vois que parfois il y a des ados qui prennent leur assiette, qui vont manger dans leur chambre, il y a des parents qui parfois font du jeûne intermittent et sautent le repas et ne passent pas ce moment en famille le soir. Je trouve que c'est dommage parce que ce temps du repas, c'est un moment qui va durer peut-être parfois entre 20 minutes quand on a peu de temps et 1 heure où on va être ensemble, où on va cuisiner, partager le même plat tous ensemble. Ça a beaucoup de sens, ces choses-là, de partager le même plat tous ensemble, à discuter de la journée qu'on a expérimentée, des difficultés qu'on a rencontrées. C'est aussi là où il y a peut-être des choses qui vont surgir de vos enfants. Si je dis n'importe quoi, mais si vos enfants ont eu des difficultés à l'école, qu'ils ont été harcelés peut-être, je sais pas. C'est peut-être dans ces moments de repas que les choses peuvent sortir aussi. Et pour parler des bonnes choses, et toutes les bonnes choses, les bonnes notes par exemple, les bonnes histoires avec les copains qui vont faire rigoler, c'est dans ces moments-là. Donc je peux dire que depuis qu'il n'y a plus de news et que la télé elle est éteinte au moment des repas, parce que parfois dans mon ancienne vie elle pouvait fonctionner pendant les repas, et quand j'étais enfant par exemple, beaucoup de fois la télé a fonctionné pendant les repas, jusqu'à ce qu'un jour ma mère décide qu'on l'éteigne, merci maman. Mais ça renforce les liens familiaux, je trouve. Et on a des conversations qui sont plus profondes, plus intéressantes, et on ne reste pas en surface. Donc voilà, pour tous les bienfaits, ça en fait beaucoup, hein. Ça fait vraiment beaucoup de bienfaits, mais on va parler quand même des inconvénients, parce que c'est important. Alors vous le verrez, hein, c'est finalement, à mon sens, le plus souvent des croyances. Il n'y a pas beaucoup d'inconvénients, mais on va en parler ensemble pour vraiment tout balayer. Donc le premier inconvénient qu'on peut voir, c'est d'être déconnecté de la réalité, quoi. Mais t'es complètement déconnecté de la réalité, c'est pas possible. C'est le risque d'apparaître ignorant, voire même insensible parfois aux yeux des autres. Donc mon exemple, je vous l'ai donné tout à l'heure, mais par exemple, ne pas reconnaître un parti politique de la majorité pendant un podcast. Je pense que pour certains, pour Mika, hein, ça lui paraît complètement déconnecté de la réalité. Et voilà, et j'y ai quand même droit assez souvent, je vais pas vous mentir, quand je suis pas au courant que y a telle ou telle personnalité qui est décédée, par exemple. Ou que, ça m'arrive, hein, je ne connais pas le nom de certains membres du gouvernement. Par exemple, en général, je connais toujours le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, mais des fois, ça s'arrête là. Et moi, quand on me le reproche, ça me fait toujours sourire, parce que dans 99% des cas, la personne qui me le reproche... Alors, Mika, je ne parle pas de toi qui me l'a fait remarquer en souriant, bien entendu. Sois tranquille. Mais je parle plutôt des fois des gens du quotidien que je pourrais croiser, qui me disent « Mais c'est pas possible, comment tu peux être déconnecté comme ça ?» 99% du temps, je suis plus heureux que la personne qui est en face de moi. Donc, je lui dis juste, en fait, j'ai pas envie d'être sinistre, donc peu importe, en fait, que je sache pas ça. Moi, ça me fait vraiment sourire. Et en fait, c'est un peu une croyance de croire qu'on sera déconnecté de la réalité. Alors bien sûr, ça m'arrive régulièrement, comme pour l'exemple du podcast, je ne suis pas au courant d'un parti politique. Moi, je le prends avec le sourire. Mais si vraiment ce qui s'est passé est très très important, on vous en parlera. Et vous le verrez. Et ça va venir à vous. Que ce soit sur les réseaux sociaux, sur des fois une connexion sur Google, toutes les news qui sont, ou dans des vidéos YouTube, toutes les news qui sont passées, qui sont vraiment importantes,
quoi qu'il arrive, elles viendront à vous. S'il y a eu vraiment un attentat, par exemple, pour parler de ça, vous le verrez sur Instagram, vous le verrez partout. Cette news-là viendra à vous sans que vous ayez besoin d'être connecté à 100% en attendant que la news vienne à vous. La deuxième croyance qu'on peut avoir, c'est qu'on va manquer des informations essentielles, quoi. Voilà. On va manquer d'informations ultra importantes. Et finalement, dans les médias, dans les news, ce qui domine souvent, c'est les nouvelles catastrophiques et les nouvelles qui font sensation. Quand il y a des centaines, des milliers de morts, ça, voilà, ça fait les news parce que c'est horrible, mais c'est aussi un business de la peur. Ils vendent de la pub, hein, ces gens. Donc, ils ont besoin de vous scotcher. Donc, que ce soit sensationnel, que ce soit catastrophique, énorme. Vous n'aurez jamais aux news l'histoire d'un gars qui vient d'atteindre les 5 millions de patrimoine en travaillant sur son processus et sur ses investissements depuis 20 ans. Ça, on vous le dira jamais, quoi. Celui-là, c'est le millionnaire du quotidien que personne ne connaît, quoi. Et il faut faire attention justement à encore une fois, à cette surconsommation d'informations et à la qualité des informations qu'on ingère, parce que dans la semaine de 4 heures, Tim Ferriss disait tout comme l'individu moderne consomme trop de calories et trop de calories à faible valeur nutritive, hein, comme du McDo par exemple, les travailleurs de l'information mangent à la fois trop de données et trop de données de mauvaises sources. Et ça aussi, il faut y faire très attention. C'est comme de la malbouffe, quoi, de la malinformation ou de consommer trop d'informations sous peur de manquer des informations essentielles. Il faut y faire hyper gaffe. Alors bien sûr, il y a certaines informations qui peuvent avoir un impact direct sur nos vies. On est bien d'accord, hein, comme par exemple, je sais pas moi, des modifications législatives, des modifications dans le domaine de l'immobilier. Ça peut avoir un impact direct sur nos vies. Et on est d'accord, être totalement ignorant là-dessus, ça peut nous désavantager dans ce cas précis, comme par exemple lors du passage du LMP en LMNP, du passage du LMNP au loueur meublé professionnel, au LMP, quand ils ont supprimé la 3e condition d'inscription au RCS, par exemple. Mais en fait, cette info-là, elle est venue m'atteindre, parce que, comme pour tout le reste, ces infos-là, elles vont venir à moi. Là-dessus, je ne l'ai pas entendu à la radio, ça. Mais comme je suis sur les groupes IMO, je suis sur des groupes de finance, des forums, toutes les informations qui sont utiles pour moi, de toute façon, elles vont m'atteindre, elles vont m'arriver. Donc, Tim Ferriss dit « ignorance sélective n'est pas ignorance totale ». Et ça, il faut l'avoir en tête, en fait. Les informations qui sont essentielles, 99% du temps, par vos abonnements sur vos centres d'intérêt, elles vous parviendront. On peut avoir aussi la croyance de manquer des opportunités. Se dire, mais si je ne suis pas informé, je vais manquer des opportunités. Des événements, par exemple. Hein. Une diète d'information, elle peut vous faire passer à côté d'événements qui pouvaient être intéressants pour vous. Mais est-ce que ça, c'est vraiment un mal, finalement ? Parce que de toute façon, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas être partout en même temps. Et oui, ça m'est arrivé parfois de passer à côté d'un événement, un salon de l'immobilier pas loin de chez moi, par exemple, parce que je ne suis pas connecté, parce que j'écoute pas les radios locales ou des choses comme ça. Mais je crois que le pire qui m'est arrivé, c'est de rater la soirée à la télé du Palma Show, par exemple, qui me fait marrer. Mais donc, je l'ai vu en replay. C'était pas très, très grave, au final. Donc, voilà, si l'information, elle nous atteint pas d'une manière ou d'une autre, et si on prend un peu de hauteur et qu'on fait confiance à l'univers, est-ce que c'était si important que ça, que cette information-là nous atteigne ou pas ? Peut-être pas. On peut avoir un sentiment d'isolement social. Et ça, voilà. Parce que les discussions autour de l'actualité, autour de la machine à café, elles sont hyper courantes hein, dans tous les contextes sociaux. Vous êtes au bureau, à la machine à café. On va parler de ce qu'on a entendu à la radio le matin, souvent. Donc, on peut penser que, légitimement, hein, que ne pas être informé, ça va entraîner un sentiment d'exclusion du groupe, par exemple, ou un sentiment d'incompréhension. Des gens qui vont vous dire « mais c'est pas possible, mais comment tu fais pour être... T'es complètement déconnecté ». Et il y a vraiment une forme de culpabilisation. Il y a la société, elle nous culpabilise quand on ne se soucie pas des informations, de ce qui s'est passé dans le monde, à l'autre bout du monde, ou quand on ne se soucie même pas de la politique de son pays, par exemple. C'est hyper culpabilisant. Moi, j'ai déjà entendu des choses du genre « mais quel genre de citoyen es-tu, quoi, tonton ?» Je suis le genre de citoyen qui paye énormément d'impôts,
pour quelqu'un qui se fout de la politique. Je contribue beaucoup à la société. Je suis un très bon citoyen. Ou mais enfin, mais t'as pas de cœur, quoi. T'as pas écouté ce qui s'est passé il y a la nuit dernière à l'autre bout du monde. T'as pas de cœur. Donc voilà, on peut peut-être entendre qu'on n'a pas de cœur, qu'on est une personne insensible, mais en fait, finalement, c'est tout le contraire, parce qu'on en reparlera, mais c'est pas parce qu'on n'écoute pas les infos ou tous les malheurs qui se sont passés dans le monde, et encore une fois, c'est pas les nier, hein, mais c'est pas parce qu'on les écoute pas qu'on choisit pas nos combats. Et c'est pas parce que déjà, vous l'avez compris, on les écoute pas qu'ils viendront pas à nous. C'est juste que on choisit juste de pas se brancher dessus pour pas avoir tout le tout venant. On sait que la news horrible, elle nous atteindra. Moi, je parle pas beaucoup d'actualité dans ces podcasts parce que j'ai envie qu'ils soient intemporels, qu'on puisse les écouter tout le temps. Mais en ce moment, un peu comme tout le temps, il se passe plein d'horreurs dans le monde. Il y a des guerres, il y a des attentats. Et ces choses-là viennent à moi. Je ne suis pas connecté sur les chaînes d'infos, mais par les réseaux sociaux, par le bouche à oreille, ça vient à moi. Donc non, j'y suis pas insensible, pas du tout. Et je choisis aussi mes combats. Mais finalement, on a même plus de cœur peut-être à terme que certaines personnes parce que c'est pire. Et figurez-vous que je suis allé faire mes recherches, mais une surexposition à ces nouvelles tragiques, ces nouvelles traumatisantes, ça peut carrément conduire à un phénomène qui est connu sous le nom de fatigue de compassion, où les personnes qui en sont atteintes, elles deviennent moins insensibles, carrément insensibles, je veux dire moins empathiques ou même carrément insensibles à la souffrance des autres. Ça, c'est la fatigue de compassion, c'est des choses qui touchent par exemple les thérapeutes, ou les infirmiers, à force d'être au contact avec beaucoup de misère de gens qui ont beaucoup de peine, beaucoup de misère, ça leur arrive. Et ça peut arriver à des gens qui sont tout le temps sur CNews, sur BFM TV, à regarder tout ça. Ils peuvent ressentir à la fin cette fatigue de compassion, de devenir insensible à la souffrance des autres. Alors au final, qui c'est qui n'a pas de cœur ? Est-ce que c'est celui qui n'est pas branché sur BFM TV toute la journée ? Ou est-ce que c'est celui qui justement est branché sur BFM TV toute la journée ? Et finalement, en fait, on se préserve et on préserve notre capacité d'empathie à ne pas être connecté tout le temps sur ces chaînes. Alors certes, oui, on sera un peu comme moi dans son monde, mais est-ce que c'est si grave finalement d'être un peu dans son monde, hein ? Tous les gens qui réalisent de grandes choses, ils sont aussi un peu, finalement, dans leur monde. Quand on prend quelqu'un comme Elon Musk, quelqu'un comme Steve Jobs, c'est des gens qui étaient dans leur monde. C'était des geeks, hein, mais voilà, ils étaient à fond dans leur monde. Et voilà, et on en parlera en conclusion aussi, mais si c'est juste pour s'indigner, pour être triste, est-ce que c'est vraiment constructif ? Est-ce que ça fait vraiment quelque chose ? Est-ce qu'on est vraiment en train d'agir ? Voilà, moi je crois pas, hein. Et pour en revenir à la peur de ce sentiment d'isolement social, encore une fois, ça dépend du cercle social que vous voulez créer autour de vous, quoi. Il faut bien voir l'isolement social, de quel cercle social vous parlez. Parce que c'est sûr que si c'est pour parler à Josiane de la compta, bon, il va vous manquer des sujets, quoi. Mais si c'est pour parler à votre famille, à vos proches, à votre cercle social de potes investisseurs, à vos amis du CrossFit, par exemple, vous n'allez pas parler de la pluie et du beau temps, vous allez parler de sujets qui vous passionnent, de sport, d'investissement. Donc finalement, toutes ces news-là vous sont peut-être pas forcément utiles. Après, on peut avoir peur du risque de désinformation, avoir peur d'être carrément désinformé. Et on peut croire que si on ne suit pas régulièrement les actualités, on peut être mal informé sur certains sujets, ou désinformé si on s'appuie que sur des sources d'informations qui sont biaisées, par exemple. Et encore une fois, moi je pense que c'est une croyance et je pense que c'est faux parce que aujourd'hui, pour moi, toute source d'information qu'on a, elle est biaisée ou elle est orientée. Il y a des journaux de droite, il y a des journaux de gauche, et c'est peut-être même encore plus le cas dans du mass média comme ce que vous pouvez avoir sur les journaux de 20 heures par exemple, parce que ça c'est une source d'information qui est grand public, c'est du tout venant. Et en écoutant du tout venant, on finira comme le tout venant, hein. En écoutant tout ce qu'écoute la moyenne, on finira comme la moyenne. C'est si on veut avoir une vie hors norme, avoir une vie exceptionnelle. Encore une fois, vous savez, tous les disclaimers que je mets autour de ça, je ne suis pas en train de dire que il y a des gens qui valent plus que d'autres, mais si en tout cas, pour vous, je vous parle de vous, je ne vous parle pas des autres, vous avez envie d'avoir une vie qui est exceptionnelle, une vie qui est hors norme,
un petit peu comme le disait André Muller, pour revenir sur le début de ce podcast, il faudra faire des choses hors normes. Et donc, c'est pas en regardant les infos de mass média que tout le monde regarde tout le temps, qu'on aura une existence hors norme. Et c'est plutôt à nous de nous questionner à chaque fois sur la source d'information qu'on va consulter, quoi. Est-ce que c'est une source d'information plutôt qui vient de droite, plutôt qui vient de gauche, plutôt qui est capitaliste, plutôt qui est social ou libertaire? D'où est-ce que vient mon info? Et finalement, pour moi, on est moins désinformé que si on est hyper connecté sur les mêmes sources d'information. Encore une fois, quand on vient piocher son contenu de façon sporadique, juste pour s'informer nous-mêmes, et qu'on regarde de quel site on tire notre info, on peut savoir si l'info est biaisée ou pas. Maintenant, si vous êtes hyper connecté sur des sites qui sont que à droite ou que à gauche, votre algorithme YouTube va vous ramener que des infos de droite ou que des infos de gauche, et ils vont vous bombarder de contenu identique à ce que vous regardez tout le temps, et c'est là où vous commencez à vous faire matrixer d'une façon de penser ou d'une autre. Donc c'est là où il faut faire attention. Et pour finir, je dirais que finalement, l'info qu'on a en direct, le BFM TV et compagnie, finalement, c'est le bruit, quoi. C'est le bruit ambiant. Pour parler un peu comme on le ferait en trading, par exemple, où je vous invite à avoir une vision long terme et où on dézoome sur les graphes et où on voit que au jour le jour, la bourse, elle est hyper volatile, mais quand on dézoome et qu'on regarde sur une période de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, on voit que finalement, la bourse, elle monte tout le temps. Là, moi, ça ne veut pas dire que je ne m'intéresse pas du tout à l'histoire de mon pays. J'aime beaucoup l'histoire de France. Je me documente sur l'histoire de France. Mais voilà, je regarde la trendline là, en dézoomant plutôt d'où on vient, quel choix on a fait par le passé, pour essayer de bien comprendre les époques qu'on a traversées et ainsi de suite, plutôt que ce bruit du quotidien qui finalement nous parasite. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'on vit coupé du monde. On en parlera encore à la fin de ce podcast. Mais voilà, toutes les infos importantes, quoi qu'il arrive, elles viendront à vous. C'est plutôt de se couper de ce bruit-là qui nous parasite en permanence. Ensuite, on pourrait aussi avoir l'impression qu'on va développer une vision étroite. Ça corrobore directement le point qu'on vient de voir, en choisissant de s'informer uniquement sur certains sujets, par exemple, et d'en ignorer d'autres. On peut risquer d'avoir une vision de la vie, une vision du monde qui est biaisée, quoi, ou qui est vraiment binaire, quoi, unidimensionnelle. Et en fait, finalement, c'est ça le plus grand risque, selon moi. C'est là où, pour le coup, il y a un risque. Je parlais des algorithmes tout à l'heure, par exemple, qui nous bombardent le flux YouTube, auquel il faut faire très attention, parce que, ça, typiquement, si vous prenez que des informations d'un certain bord politique, vous pouvez être bombardé d'informations comme ça et voir la réalité bien plus noire qu'elle l'est en réalité. Donc c'est là où il faut faire attention. Donc encore une fois, il faut faire attention à ces sources d'informations. Quelle est ma source? D'où ça vient? Est-ce que c'est plutôt neutre? Est-ce que c'est plutôt très orienté politiquement? Faire attention. Et encore une fois, faire attention à sa consommation. Voilà, est-ce que je vais voir une ou deux vidéos peut-être très orientées politiquement pour avoir une idée de ce que pense de ce point de vue-là, et après j'arrête, ou est-ce que je regarde que ce type de contenu qui est en train de me matrixer, par exemple. Donc voilà. Mais encore une fois, pour moi, une façon de se protéger, c'est qu'il faut se faire confiance, typiquement. Et pour moi, si vous êtes une personne qui est plutôt empathique, qui a des bonnes valeurs, finalement, ce genre de truc, c'est peu probable que ça se passe, quoi, que vous développiez une vision étroite. Pour moi, c'est vraiment peu probable. Et on va en venir sur le dernier point, finalement, c'est l'importance d'être modéré, tout simplement. Il faut trouver un juste équilibre entre être informé juste ce qu'il faut et être submergé et se retrouver dans ce qu'on a vu tout à l'heure, de la fatigue de compassion carrément, où on n'en peut plus, ou que ça contribue au burn-out, parce que scientifiquement, c'est le cas, donc faites gaffe. Et moi, l'idée avec ce podcast, c'est d'encourager une consommation d'informations qui est plus consciente et vraiment plus sélective. Donc, c'est pas nécessaire de se couper complètement de toutes les sources d'informations, mais c'est de filtrer et de vraiment choisir ce qu'on consomme. Alors pour moi, mes conseils, parce que je vais me mouiller quand même un peu, c'est couper votre télé. Moi, la mienne, ça fait des années que j'en ai plus. Aujourd'hui, j'ai un écran à la maison avec un projecteur et un Chromecast. Je peux caster des contenus que j'ai sur mon téléphone. Si j'ai envie de me faire un film Netflix, ça veut pas dire que je regarde pas la télé, hein. Mais voilà, je peux le caster sur mon écran. Une série, je peux la caster. Les vidéos YouTube de MMA que j'aime bien, je peux me les regarder sur mon écran.
Par contre, la radio, j'ai coupé complètement. Chaîne d'infos en continu, j'ai coupé complètement. Tout ça, pour moi, c'est la base. Se couper de tout le mass média journalier. Et ça, vraiment, ces sources d'infos-là, moi, je vous conseille de les couper complètement. Je vous conseille de faire ça parce que c'est ce que j'ai fait. Moi, je suis coupé complètement de ces sources d'infos depuis maintenant bientôt 8 ans. Et croyez-moi, l'info vous trouvera. Je suis quand même, malgré parfois certaines choses où on peut dire que je suis un peu dans mon monde et ça me fait sourire, mais je suis au courant, rassurez-vous, de tous les conflits qui nous entourent, de tous les attentats qui se sont passés. Je suis au courant de tout ça parce qu'on m'en a informé et ensuite je suis allé chercher ponctuellement mes infos dessus pour comprendre, et après, voilà, je me suis informé, ça suffit. Mais je ne suis pas connecté sur les chaînes d'infos. L'info vous trouvera, gardez ça en tête. Et par contre, gardez des sources d'informations sur votre domaine. Ça, par contre, c'est important. Moi, mon domaine, c'est l'immobilier, c'est la finance, donc j'ai mes sources d'informations sur l'immobilier et la finance. Je suis sur un forum de finance, où là, il y a pas mal d'infos qui me viennent, et pareil, je suis sur un groupe Facebook d'immobilier, où toutes les infos importantes, je suis sur le groupe Club des Rentiers de Facebook, et toutes les infos importantes, je les ai par ce biais-là. Tous les changements de législation m'arrivent par ce biais-là. Donc je suis informé. Après, si vous avez envie de savoir où en est le monde, vous pouvez vous abonner à Science et Avenir, par exemple. Ça, c'est super, hein. Moi, j'ai eu longtemps l'abonnement, j'adore la science. Aujourd'hui, je le lis quand je vais chez mes parents. Mais si c'est la psycho, par exemple, qui vous intéresse, vous pouvez vous abonner à la newsletter de Psychologie Magazine, par exemple, pour voir un peu les avancées. Je suis abonné à une newsletter sur l'intelligence artificielle, par exemple. Je choisis vraiment mes sources d'infos. Donc, voilà. Je choisis ces sources-là, et c'est ça qui me tient informé avec le monde, mais seulement avec voilà, le monde dans lequel j'ai envie de vivre, en fait, et ne pas non plus trop me polluer. Et si vous tenez absolument à regarder les news ou à voir des news, en tout cas, ne les prenez jamais le matin. Voilà, au moins. Prenez-les à 13h ou en fin de journée, mais jamais le matin. Le matin, il faut garder votre belle énergie pour travailler sur vos projets. C'est ça qui est le plus important. Et c'est ça qui vous permettra, à votre échelle, et on va en parler dans la conclusion, de changer le monde pour moi. Je vous conseille de privilégier des sources neutres, des sources ciblées qui donnent les infos brutes de pommes sans prendre parti pour vous faire vraiment votre propre avis. Moi, je sais que j'aime bien, j'ai parfois les annonces Google. Voilà, sur Google, j'arrive à voir un petit peu un portfolio de sites, des résumés de sites pour me faire un avis global. Les dépêches AFP, par exemple, si vous le voulez vraiment. Ça, c'est de l'info qui est plutôt neutre. Et voilà. Je vous dirais aussi que vous allez récupérer beaucoup de temps quand vous aurez fait la diète d'information, donc faites attention à ce que vous allez faire de ce temps que vous avez récupéré. Voilà, si comme moi vous avez jeté votre télé, faites attention à YouTube, parce que YouTube peut devenir la nouvelle télé et on peut se mettre à regarder parfois des écrans bien plus que ce qu'on regardait à la télévision parce qu'on l'a dans notre poche. Donc voilà, attention au scrolling sur YouTube et choisissez ce que vous voulez regarder. Encore une fois, s'il y a une chaîne qui ne vous plaît plus, désabonnez-vous tout simplement. Ne la regardez plus, mais désabonnez-vous pour vraiment être que sur des choses qui vous intéressent. N'hésitez pas à vous désabonner des chaînes que vous ne voulez plus voir pour pas, encore une fois, vous surcharger. Et voilà, moi, encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, hein, j'aime beaucoup les films, les séries, j'ai un peu moins le temps, mais j'aime aussi. Mais voilà, je choisis mon moment. C'est moi qui décide le moment où je me mets devant un écran. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce podcast vous aura plu. On va arriver à la conclusion. En conclusion, j'ai encore pas mal de choses à vous dire. On parlait tout à l'heure du côté tu n'as pas de cœur, quoi. Si tu ne suis pas l'actualité, c'est que tu n'as pas de cœur. De ce côté qu'on nous reproche de ne pas nous émouvoir de l'actualité si on ne l'écoute pas. Et voilà, ou si on ne fait pas partie de ces citoyens qui, chaque jour, se rendent malades. Mais la vraie question, c'est déjà, si on se déconnecte un peu, c'est justement parce qu'on est très empathe et parce que les choses nous touchent. Et si une cause nous touche, la question, c'est pas juste de se rendre triste ou de se rendre malade, mais c'est de se dire, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau ? Moi, par exemple, pour la cause des enfants, j'essaye d'agir avec mon podcast pour aider. Et finalement, le maître mot de mon podcast sur les enfants, c'était de lancer un appel à passer du temps avec vos enfants. Et si cet appel il est entendu, ça veut dire qu'il y a peut-être des papas, des mamans qui passent plus de temps avec leurs enfants, qui nouent des relations plus profondes, des enfants qui seront plus en confiance avec leurs parents, pour peut-être plus facilement
leur avouer leurs difficultés ou des choses qu'ils ont rencontrées dans leur vie, et peut-être comme ça, de proche en proche, rendre le monde un peu meilleur. Et voilà, c'est choisir ses combats, quoi, et ne pas porter tous les malheurs du monde, et même si on a des épaules larges de crossfitter ou de boxeurs MMA, ne pas porter, de combattants MMA, ne pas porter tout ce qu'on n'a pas à porter. Moi, par exemple, j'aime beaucoup le sport, et j'aime les gens qui ont vraiment, qui ont aussi des grands rêves, et typiquement pour notre Bourama, quand on a voulu avec Yann pouvoir l'aider à se lancer dans sa quête de combattant, de succès, on s'est dit comment on peut faire, quoi, comment on peut agir. L'idée, c'était, pour lui trouver de l'argent, créer un mastermind. Un de mes combats, par exemple, c'est comment rendre les gens plus libres financièrement pour que justement ils puissent faire plus de choses, ils soient plus heureux. Et de temps en temps, ça m'arrive, je donne gratuitement à des gens qui sont autour de moi des audits sur leur business ou des conseils en finance perso. Et des gens qui sont dans la difficulté, qui n'arrivent pas à épargner, je les aide gratuitement. Ou même avec ce podcast, comme j'essaye de le faire. La personne qui m'a jamais pris une formation, qui a jamais dépensé 1 euro sur une vie de liberté, sur les gentlemen investisseurs, sur Nouveau Départ, elle a quand même eu beaucoup de qualité. Rien qu'en écoutant tous les podcasts, je pense que ça l'a déjà beaucoup aidé. Et au final, c'est juste de se dire, comme le disait Pierre Rabhi, quoi, comme le colibri, j'ai fait ma part. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette légende racontée par Pierre Rabhi, la légende du colibri, mais je vais vous la lire. Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou, c'est pas avec des gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. » Et le colibri lui répondit « Je le sais, mais je fais ma part. » Et en fait, c'est beau cette petite histoire parce que c'est la somme de tous ces petits colibris qui fait finalement la différence. Et on peut redire aussi cette citation de Gandhi qui disait « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Alors le meilleur moyen de rendre le monde meilleur, c'est de commencer par soi-même. Parce que si on est heureux, on est un bon citoyen. Donc on fait le bien autour de soi. Et vous remarquerez, autour de vous, vous n'êtes jamais emmerdé par des gens heureux. C'est toujours des gens malheureux qui vous prennent la tête et qui vous emmerdent. Et donc finalement, le véritable engagement, il vient d'une action qui est réfléchie et pas juste de la simple réaction émotionnelle qu'on pourrait avoir par rapport aux nouvelles du jour, quoi. Et en fait, la plupart du temps, cette radio qui va nous cracher des news en fond sonore tout le temps, c'est aussi du remplissage pour avoir l'impression d'exister, parfois. Et en coupant sa radio, on va faire taire un peu le bruit du monde pour écouter le silence de notre âme. Oui, c'est Jean-Claude Van Damme, repris par Caris. On va finir sur cette belle citation. J'espère que le podcast vous aura plu. On se retrouve ici dans 15 jours. Et d'ici là, je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite, par-dessus tout, de vivre libre.